Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce mercredi soir 28 juillet et je suis ce soir avec Nicolo, un contributeur régulier. Comment tu vas, Nico? Ça va, Marc, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc on est live mercredi 27 juillet, 28 juillet pardon. Les training camps ont commencé cette semaine. On va vous parler un petit peu des batailles de training camp, de positions à suivre pendant les semaines à venir, savoir un petit peu qui peut actuellement être peut-être un peu un sleeper en fantasy, mais qui pourrait émerger s'il gagne sa bataille de position et qui peut au contraire perdre gros. Et on va aussi faire un petit tour des news, des dernières news qui sont arrivées. Mais avant tout ça, un peu de housekeeping, comme on dit. On a enregistré avec Aptine un podcast avec le Café Crème Sport, là, il y a une dizaine de jours, qui repart sur les bases de la fantasy. Donc, si vous écoutez ici et que vous avez envie de faire soit des révisions, soit que vous êtes nouveau dans la fantasy, que vous avez envie de connaître vraiment vous avez des questions de base et que vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas à aller voir ce podcast, l'écouter sur le feed podcast du Café Crème Sport. Et on va aussi bientôt vous annoncer la mise en place de nos ligues fantasy pour l'année 2021 en partenariat avec Café Crème Sport du coup, dans laquelle on participera évidemment, Nico également. Et voilà. Donc, En espérant ne pas que participer, évidemment. évidemment. Pas participer, je sais plus qui disait que l'important était de participer, mais on est en période olympique, on peut le dire, c'est Oui, mais bon, malgré les les JO JO olympiques, c'est pas bon. les JO seront finis quand on commencera la fantasy. C'est terminé, ça. Exactement. Donc, je te propose, Nico, de passer à quelques news et on va les analyser ensemble. Alors, les news, la première qui est tombée la semaine dernière, je crois. Moi, je suis en vacances, donc excusez-moi si je me trompe sur mes dates. Cam Akers, le running back des Los Angeles Rams, qui était hyper prometteur en fin de saison dernière et qui était, j'ai envie de dire, dans le top 10 des running backs pris cette saison, dans les premières drafts. Pour son rôle. Malheureusement, il s'est blessé, il a une déchirure du tendon d'Achille et donc il est out pour la saison. Et les blessures au tendon d'Achille, on sait que ce sont des blessures extrêmement graves pour les running backs. Personne n'est vraiment jamais revenu à leur meilleur niveau ou même à un niveau vraiment convenable après une blessure du talon d'Achille. Marlon Mack va être le dernier à essayer. Marlon Mack qui, si c'est peut-être une bonne nouvelle pour Cam Akers, est à 100% pour le début du camp. Ça, on a surpris quelques-uns. Mais en tout cas, Cam Akers sera out pour la saison et du coup, Darrell Henderson devrait être le titulaire, à moins que les Rams signent un vétéran d'ici le début de la saison. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, Nico? Bah, c'est vrai que c'est un gros coup dur parce que sur les dernières semaines, et même sur les premiers tours de playoff que les Rams avaient joué, il avait émergé comme étant le vrai gros lead running back de l'équipe, en étant très versatile. Il faisait de la course, de la réception de passe, etc. Et c'est vrai qu'un peu à la différence de Marlon Mack que tu mentionnais sur le retour de tendon d'Achille, lui, il misait beaucoup sur les changements de direction, sur les réceptions, etc. Ce sur quoi tu peux plus solliciter le tendon que sur un running back, on va dire, lourd et juste nord-sud que peut être Mac. Donc, on peut se poser des questions sur le retour. Après, sur l'intégration, enfin, sur le rôle des différents running backs des Rams, effectivement, ça risque d'être Anderson qui va commencer comme étant le titulaire, mais ça parle beaucoup de retour de vétérans, voire peut-être de Todd Gurley. À voir, mais de toute façon, ça jette un gros flou sur le backfield des Rams qui était parti pour être un comité très réduit avec hackers qui prenait la majorité des snaps. Et donc là, Fantasy, c'est vrai que c'est une news qui nous arrange pas, surtout que c'est toute la saison et le tendon d'Achille, des fois, c'est un peu plus long que ça. Ouais, absolument. Et il a pour lui le fait qu'il est encore super jeune, mais c'est sûr que ça va pas aider. On espère qu'il pourra revenir à un niveau
à un niveau convenable, si ce n'est au niveau qu'on attendait de lui cette année, mais au moins qu'il puisse continuer sa carrière, ça c'est sûr. Deuxième news, peut-être que les gens, il y en a beaucoup qui ont une dent contre lui, alors ils seront peut-être un peu moins tristes. Michael Thomas, après la saison affreuse qu'il nous a fait vivre l'année dernière, euh, opéré en juin de sa cheville récalcitrante. On sait que à la base, il voulait pas être opéré de la cheville parce qu'il voulait faire un dernier run avec Drew Brees. Et et du coup, il a été opéré pendant l'intersaison. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a été opéré si tard? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, son timeline, c'est entre 12 et 16 semaines, selon ce qu'on dit. Donc, il a été opéré en juin, ça nous amène à fin octobre. C'est-à-dire certainement, sachant que les Saints sont en bye week 6, pas de retour avant week 7, probablement dans le meilleur des cas. Du coup, Ouais, ça c'est pas une super nouvelle effectivement, pardon, je te laisse finir. non, 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 j'allais juste dire du coup sa draft position en moyenne va chuter. Là, je sais même pas où recommander de le drafter dans les redrafts. En dynastie, c'est un peu différent, mais dans les drafts normales, où est-ce qu'on prend le risque? Parce qu'on sait qu'il va rater au moins la moitié de la saison et c'est quand même pas rien, quoi. Bah, et puis va se poser la question de sa durabilité, hein, même en dynastie sur le long terme, parce qu'il a Exactement. manqué la saison dernière. Il va manquer au moins la moitié de cette saison, et puis à voir si même les Saints en week 7, alors c'est encore un peu tôt dans la saison en week 7, mais peut-être que le test Winston ou Hill, on en parlera plus tard, prendra pas, et donc en fonction de leur position dans la division, s'ils sont déjà loin des Bucks, est-ce que tu prends le risque de refaire venir Thomas pour la fin de la saison? C'est pas sûr. Donc ouais, en fantasy cette année, c'est pas une bonne nouvelle. Et même pour les receveurs des Saints en général, ils perdent Thomas, ils ont perdu Emmanuel Sanders. Il y aura pas beaucoup de cibles et donc la performance des Saints pose vraiment question en fantasy en général. Celle des running backs Ouais, c'est devrait clair. aller. Camara et Murray, pour le coup, je pense qu'ils auront du volume. Ouais, du volume, mais du coup, s'il n'y a pas vraiment de menace à la passe, alors il y a Tre'Quan Smith qui est toujours là. Il y a Adam Troutman, le tight end, Ils ont dont certains signé, disent du bien. Chris Hogan en backup, donc Chris l'ancien Hogan, joueur ouais, exact. de Buffalo et des Patriots. Alors l'an dernier, Chris Hogan, il était reparti jouer en première ligue de lacrosse. Donc Ouais, comment on fait la transition entre lacrosse et le foot US? Il l'a fait en fac très bien, mais est-ce que tu refais en NFL? chez les pros. Je sais pas comment tu peux espérer. En tout cas, ça comblera pas le vide laissé par Michael Thomas a priori. Ah non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et on parlera tout à l'heure de ce que ça veut dire pour le potentiel starter QB dont on ne connaît pas encore l'identité. Mais c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour les Saints. Et surtout, j'ai pas vraiment vu de vraies explications sur pourquoi il a attendu si longtemps s'il voulait se faire opérer pendant l'intersaison. Pourquoi il n'a pas pu faire ça en mars ou en avril. Pour être prêt. Mais du coup, voilà, Michael Thomas ratera le début de la saison. Un autre qui risque de rater le début de la saison, mais ça, c'est pas pour une opération ou une rechute, c'est simplement parce qu'il veut prendre son temps et les Giants veulent prendre leur temps aussi, avec leur running back star, Saquon Barkley, qui revient d'une grosse blessure au genou, on le sait. Il est mis sur la liste des joueurs physiquement incapables de s'entraîner pour le début du training camp. Et il pourrait très bien jouer week 1, mais c'est évident que le message venant des Giants, c'est on va prendre notre temps, on va pas se presser de le faire revenir, on veut être sûr de notre coup. Et en soi, je trouve que c'est un message plutôt logique. Du coup, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour la fantasy, sachant que quand il est en forme, c'est peut-être le joueur le plus électrique de la ligue au poste de running back. Euh, mais s'il rate, si on sait déjà qu'il va rater un ou deux matchs et on sait à quel point, encore une fois, revenir de blessure, ça peut prendre du temps, ça, même mentalement, etc. Plus les problèmes qu'on connaît de potentielle faiblesse de ligne offensive des Giants avec le coaching. Euh, Est-ce que du coup on baisse un peu alors moi je suis pas bon pour répondre à ça parce que je le garde très haut dans mes rankings. Est-ce que toi tu baisses Saquon Barkley, à quel niveau tu le situes par exemple au niveau des premiers RB dans ta liste? Ah, forcément, je vais le baisser un peu, mais il était extraordinaire avant sa blessure.
alors qu'il avait peu de lignes offensives et pas de receveur à côté, et un QB qui était en fin de carrière, même si Manning était intéressant. Là, il a un QB qui est un peu mieux, une ligne qui est revenue, et plein de cibles sur les côtés, donc les défenses en face vont forcément essayer de s'aligner ailleurs que juste mettre 8 mecs dans la boîte. Donc quand il va revenir, il sera peut-être un peu moins sujet au coup, donc il va pouvoir avoir un peu de répit par rapport à ce qu'il avait avant. Après, là, les joueurs qui sont mis sur la liste PUP en début de training camp, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne seront pas là week 1. Par contre, ça veut dire qu'ils seront probablement pas à 100% week 1, donc on se dirige vers une situation où il va devoir un peu plus partager les carries dans le backfield, plutôt à la Aaron Jones des Packers qu'à la Derrick Henry des Titans, quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut être, je pense que il sera encore le running back de la goal line, et donc plus le volume qu'il aura, il reste très très haut dans les rankings. Dans les 2 premiers tours, c'est sûr et certain. Enfin, pour moi, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Et comme nous le dit Anthony là dans les commentaires, ça fait 2 ans, ça commence à faire beaucoup, et c'est pas faux, même si effectivement le reste de son équipe, je dirais, la ligne offensive n'est pas étrangère à ses blessures. Est-ce que c'est lui qui a un problème de durabilité ou pas? Je pense que l'avenir le dira. Mais c'est vrai que c'est un choix difficile parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est peut-être un des mecs les plus exceptionnels au poste de running back, malgré le fait qu'il n'avait pas une très bonne équipe. C'est hyper difficile de passer à côté de cet upside. En même temps, est-ce qu'on prend le risque une nouvelle fois alors que ça fait 2 ans qu'on se fait piéger? Difficile. Voilà, en RB1, c'est vrai que c'est un risque à prendre. Il faut en stratégie de draft en fantasy, à la limite, c'est aller RB même dès le 2e pick pour être assuré d'avoir un titulaire au poste au cas où il arrive encore quelque chose de moche à Saquon. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai fait une draft en best ball hier. Donc best ball, c'est un format dans lequel tu draftes une équipe et ensuite t'as pas besoin pendant la saison de faire de décision start and sit. Automatiquement, ils prennent le meilleur joueur. Donc du coup, la stratégie en best ball, c'est de prendre des joueurs à fort upside, quitte à ce qui c'est pas très grave s'ils font des mauvaises perfs. C'est grave s'ils jouent pas, mais c'est pas très grave s'ils font. Tu prends pas un mec régulier, quoi. Tu prends plus un mec qui va faire des hauts et des bas. Et ben Barclay, milieu du 2e round, j'ai été obligé de le laisser passer parce que j'avais pris Henry au premier round et je voulais un receveur. J'étais obligé de laisser passer Barclay parce que je l'ai dans quasiment toutes mes équipes au milieu du 2e round. Donc il commence à tomber, assez bas. Ouais. Ensuite, on a 2 news de training camp. Aaron Rodgers, qui, je crois que c'était. Alors, encore une fois, je me perds dans mes jours parce que je suis en vacances, mais pendant le week-end, on a cru qu'il allait peut-être prendre sa retraite. J'ai vu ça passer. Il y a eu les rumeurs qu'il allait prendre sa retraite. Et finalement, 24 ou 48 heures plus tard, il dit non, c'est bon, on s'est arrangé, on a restructuré légèrement le contrat, on s'est expliqué. Et on revient pour au moins cette saison, du coup avec Davante Adams. Excellente nouvelle pour les Packers et le discount Davante Adams qui était tombé un peu WR5, 6 pendant l'incertitude Rodgers, le discount est fini. Hein. Là, faut prendre Adams dans le top 3, non? C'est ça, voilà. Donc là, Adams reprend énormément de valeur. Petit bémol quand même. Aujourd'hui, on a appris du coup que les Packers allaient trader, enfin en tout cas font tout pour trader pour Randall Cobb. Ouais. Donc retour d'un des meilleurs amis et des meilleures connexions de Rodgers, qui en plus se régale sur les petits tracés intermédiaires que Adams avait un peu repris à son compte depuis qu'il était parti. Il y avait 2 menaces extérieures, St. Brown et Lazard. Et du coup là, il y a un autre copain dans le game, tu aurais probablement dans le slot. Ça va un peu baisser la target share d'Adams, mais là, avec Aaron Rodgers de retour, superstar en receveur sans souci, quoi. Ouais, bah, du coup, tout le monde revient plus ou moins, à part Jamal Williams, mais ils ont AJ Dillon pour jouer ce rôle. Oui, Donc, ouais, oui. non, au niveau offensif, plus ou moins tout le monde Voilà, est de retour, du coup. pas trop de changements effectivement sur les Packers. Donc là, Et ça va encore plus, voire même ça va peut-être potentiellement libérer les cibles pour un peu Adams sur l'extérieur, mais aussi sur le supporting cast l'an dernier, ouais. notamment Hazard et St. Brown et un autre dont le nom m'échappe, qui était Valdez Scantling. assez aléatoire. Pardon?
Valdez-Scantling. Voilà, exactement, Ouais, ouais, qui sont les receveurs extérieurs et qui étaient très aléatoires parce que ils avaient ouais. le deuxième meilleur receveur, alors que là, s'il y a Cobb qui revient, plus le Zaiden qui avait émergé l'an dernier, il y aura peut-être une meilleure répartition et une plus grande régularité dans les cibles des receveurs 3 et 4, qui pourraient peut-être devenir relevant en flex. Absolument. Et la dernière news concerne Deshaun Watson, le QB des Texans pour le moment. Je dis pour le moment parce que on sait toujours pas trop quel va être son statut au début de la saison. Actuellement, la NFL conduit une investigation en interne pour les histoires des accusations euh, je sais pas comment, si c'est harcèlement sexuel De violence ou sexuelle, mauvaise oui. conduite, ouais, Voilà. violence sexuelle, euh, dont il fait face. Pour le moment, pas de sanctions, pas de mots. Donc, du coup, les training camps ont commencé. Deshaun Watson s'est présenté au training camp pour pas être mis à l'amende. Euh, et pour le moment, c'est un peu statu quo. Donc, du coup, les Texans ont annoncé qu'ils étaient ouverts à un trade, mais ils ont demandé, je crois, une combinaison absurde de 5 Ils veulent 5 premiers choix. Enfin, soit enfin, une combinaison de 5 premiers choix et de joueurs capables de starter. Euh, donc genre 3 premiers choix et 2 starters ou un truc comme ça, ce qui paraît énorme pour Watson, surtout tant que cette investigation n'est pas clôturée. À la limite, Watson tout seul, je veux bien, mais Watson avec son statut oui. actuel, c'est quand même compliqué. Watson blanchi, très bien, ça peut valoir le coup et il y aura pas mal de monde qui sera sur les rangs pour l'accueillir. Mais tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire sur la procédure judiciaire, je vois personne qui va Très prendre le compliqué. risque de vendre, comme ils disent là-bas, de vendre la maison pour acheter un quarterback qui peut aller en prison, quoi. Exactement. Exactement. Donc compliqué, affaire à suivre. Mais de plus en plus d'analystes, j'ai trouvé, commencent à dire peut-être que potentiellement il sera pas suspendu, il va peut-être ou alors une suspension relativement courte. Euh, Là, euh, il parlait qu'il y avait une possibilité que, selon la loi américaine, il settle les lawsuits au civil. c'est ça. Donc règlement à l'amiable, alors contre beaucoup de cash évidemment, mais bon, même si il est blanchi, est-ce que les Texans n'auront pas envie quand même de s'en débarrasser pour un peu nettoyer leur image? C'est possible quand même, mais Ouais, pour l'instant c'est le flou absolu et donc le flou total sur ce que peut donner les Texans en général. exactement. Exactement. Je sais pas, c'est peut-être une de nos battles de running back, mais je sais même pas si elle vaut le coup d'en passer beaucoup de temps dessus. Et comme nous dit Anthony encore, quand on sait qu'ils ont laissé partir Hopkins et Watt contre 3 paquets de cacahuètes, ils essayent peut-être de se rattraper justement avec le départ de Watson. Ils essayent de compenser. Peut-être qu'ils pourraient le donner à Arizona, sauf qu'Arizona a déjà bien sûr un QB potentiellement encore meilleur que Watson. Et ben voilà, donc je crois que c'est le tour des principales infos des 2 dernières semaines. Donc, on va passer à nos battles de training camp dans une minute. Les battles de training camp et je te propose de commencer par une de celles qui m'intéresse le plus parce que je pense que bon même si du coup Michael Thomas est plus là pour le début de saison mais c'est vraiment une de celles qui peuvent non seulement changer les 2 joueurs en question mais changer la philosophie complète de l'équipe de l'offense dans laquelle il joue. Je parle bien évidemment de la battle de QB entre Jameis Winston et Taysom Hill à New Orleans. Alors au début, on avait dit Winston. Maintenant, je vois de plus en plus de gens qui parlent de Hill comme étant le joueur qui ressemble plus à Breeze au niveau de ses passes courtes, etc. et de moins de prise de risque. Et le fait que Thomas soit blessé peut-être favorise éventuellement Hill, qui pourrait être la base d'une grosse offense à la course
pour les premiers matchs. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah là, pour le coup, j'hésite sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a tendance à dire que Hill ressemble beaucoup enfin, ressemble plus à Breeze que Winston, mais justement, les passes courtes pas risquées, elles sont pour Michael Thomas en théorie. Et du coup, sans lui, bah, est-ce que Peyton va pas vouloir bah, revenir à des schémas beaucoup plus risqués et donc à faire courir ces cibles qui adorent prendre la profondeur, style Trequan Smith, Chris Hogan, c'est où c'est quand même son point fort, et avoir juste Trotman ou Camara en soupape de sécurité. Là, pour le coup, moi, je préférerais qu'il tente Winston parce que je pense qu'on n'a pas vu le vrai Winston. On n'a jamais vu le vrai Winston à Tampa et de voir au moins une saison une équipe tournée avec un schéma tourné autour de lui, enfin vers lui, Ouais, avec un coaching staff qui n'a rien à voir. Enfin, la compétence du coaching staff de New Orleans maintenant n'a rien à voir avec celui qu'il avait à Tampa avant. ça c'est Et ça, sûr. ce serait intéressant parce que c'est vrai que sinon, Taysom Hill, c'est pas de risque, beaucoup de courses, beaucoup de trick plays avec quand même du Winston qui vient de temps en temps pour faire des petites bombes à 60 yards. Euh, En fantasy, c'est un cauchemar absolu d'avoir Taysom Hill. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, Donc mais moi, en fantasy, votons Winston. je te, je te rejoins en fantasy. Je trouve que Winston beaucoup plus amusant à regarder jouer. Il a un bon bras. On se rappelle tous de lui pour ses 30 interceptions et la dernière saison à Tampa, mais au final, il était pas si mal. Bah non, il fait C'était top un peu 10 le jeu QB. de, c'est ça, c'était un peu le jeu de Tampa qui demandait cette grosse prise de risque. Et, et s'il est un peu mieux cadré, après une saison justement sur le banc, à apprendre peut-être un petit peu de Drew Brees, à calmer un petit peu les ardeurs, je pense qu'il y a plus d'upside pour New Orleans avec Winston qu'avec Taysom Hill, qui est plus un joueur de trick play, mais à voir effectivement. Et puis même pour Troutman, on sait que Winston jouait très bien avec ses tight ends à Tampa. Il faisait bien jouer les tight ends. Donc pour tous les joueurs offensifs des Saints, je pense que ça serait une bonne nouvelle si c'était Winston. Et même pour les Mais à running voir. backs, je trouve. Même pour le running back, ouais, c'est ce que Même j'ai. pour les running Vraiment tous backs, les parce joueurs offensifs. qu'avec Taysom Hill, il y a forcément plus de monde, forcément plus de linebackers en défense en face qui vont venir dans la boîte. Donc même pour Camara et Murray, c'est plus Ouais, intéressant d'avoir Winston pour avoir une menace ouais. extérieure et des receveurs. Ouais, on a vu les scores de Camara pendant les trois premiers matchs de Hill l'année dernière étaient désastreux. Donc ouais, moi je te rejoins. Donc à voir cette battle, comment elle se dessine. Je suis pas sûr qu'on aura une info avant le début de saison. Bon, c'est Mais pas ce sûr. sera c'est quelque chose qui aura un gros impact à travers tous les postes offensifs des Saints, je pense. La prochaine, encore dans les QB, en restant dans les QB à Denver, vu que du coup Aaron Rodgers n'y va pas, vu que potentiellement Deshaun Watson n'y va pas non plus, on se retrouve avec Drew Lock et Teddy Bridgewater. Je suis pas sûr que celle-là ait un énorme impact. Je crois que Drew Lock est peut-être pareil, un peu plus foufou, un peu plus preneur de risques. Ouais. Et moi, ce que j'avais lu, c'est que Drew Lock serait mieux pour pardon, comment il s'appelle, Jerry Jeudy, Mhm. et Bridgewater serait mieux pour Sutton. Donc peut-être garder ça en tête, mais en termes de jeu, je ne suis pas sûr que ça fasse une énorme différence pour Denver. Non, je sais pas, ça fera une énorme différence. Après, c'est juste en termes de là, mettons un peu de côté la fantasy, c'est que le head coach risque de jouer sa tête cette année. Dans ce cas-là, dans quelle mesure il peut pas mettre un QB qui est un peu plus safe, type Bridgewater, Ouais, que Drew Lock. Et dans ce cas-là, avec effectivement Sutton, plus Judy, plus Noah Fent, le tight end, plus le rookie de l'an dernier, donc du coup qui sera sophomore cette année, KJ Hamler. Hamler, Ouais, qui avait montré quelque chose de pas mal. Bridgewater, on sait que ce sera jamais extraordinaire. Mais Bridgewater, même l'an dernier à Carolina, avec un matériel qui était quand même pas dingue, il arrive à s'en sortir, il arrive à performer. Alors, le nombre de cibles, enfin voilà, ce sera pas forcément du hurrah football, ce sera pas forcément des passes très longues, mais il peut distribuer un peu partout, alors que Locke a tendance
à moins qu'il progresse énormément pendant l'intersaison, a quand même tendance à faire des fumbles, des interceptions et donc à faire baisser le niveau total de l'offense. Donc, moi, je serais pas surpris s'ils finissent avec Bridgewater en titulaire. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Je pense qu'ils l'ont recruté pour cette raison et quitte à donner à Drew Lock un peu plus de temps pour se développer, voir un peu ce qu'ils ont sans lui mettre une pression de dingue. Ou alors à faire un peu, ouais, comme d'hab, hein, le problème en fantasy, c'est qu'à mon avis, ils vont faire un peu des deux, quoi. Ils vont faire un peu des deux, ils vont aller de Oui, l'un à c'est l'autre, totalement comme ils l'ont fait possible l'année dernière. qu'on ait un nouveau, une nouvelle situation comme l'an dernier, par exemple, à Miami, un peu de toi, un peu Ouais, Fitz, et puis quand ça repart c'est ça. à toi. Enfin, effectivement. Et pour rester rapidement sur Denver, potentiellement une battle de running back aussi, puisqu'ils ont Melvin Gordon, mais qu'ils ont recruté Javonte Williams à la draft. Celle-là, moi, bon, Melvin Gordon, il peut très bien avoir une bonne training camp et garder le poste pour démarrer la saison, mais moi, je vois bien Javonte Williams prendre le rôle dès le départ, ou en tout cas un rôle majoritaire, disons. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Rôle majoritaire, je sais pas, mais de toute façon, l'an dernier, entre Gordon et le backup qui était Philippe Lindsay, de toute façon, il y avait pas loin de la moitié des snaps qui partaient entre les deux. Donc, il aura de toute façon un rôle intéressant et en qualité qui sera suffisant pour être plausible en fantasy. Donc, effectivement, je pense qu'il ne croit pas trop en Gordon, vu les signaux qu'on a un peu entre les suspensions et les non-prolongations. Donc, ça ne m'étonnerait pas que tu aies raison, effectivement, qu'il ait un rôle grand dès le début et qu'il devienne majoritaire assez vite. Après, vu qu'il est rookie, Ouais, peut-être que les premières semaines, Gordon démarre, en tout c'est cas dans ça. la depth chart sur les 2-3 premières séries et quitte à l'intégrer après. Mais que j'ai pas le calendrier des Broncos en tête, mais s'ils ont une bye week assez tôt, que Williams prenne le lead dès le premier tiers de la saison, disons. Ouais, exactement. Et puis non, ils ont l'air de vraiment aimer ce qu'ils ont vu. Ils sont montés de 5 spots à la draft pour le choisir. Euh, et surtout en termes de fantasy encore, je pense il y aura plus de valeur avec Javonte Williams qui à moins d'une blessure, ne peut que augmenter son temps de jeu par rapport à Melvin Gordon qui est en fin de contrat et qui est pas dans les plans de Denver long terme. Donc je pense que avoir où se situe leur ADP respective vers la fin du mois d'août, mais il y a moyen que la valeur soit avec le rookie. Ouais. Et a priori, Javonte Williams peut attraper des ballons, en tout cas plus que Melvin Gordon. Et donc Ouais. ça, dans toutes les fantaisies en PPR ou demi-PPR, c'est bingo. Ouais. Alors, en parlant de rookie et en revenant sur les quarterbacks, on en a 5 importants cette année qui ont été choisis au premier round. Deux Mhm. d'entre eux, même si c'est pas 100% officiel, devraient être starters. Je dis devraient parce qu'on sait jamais. Trevor Lawrence à Jacksonville, euh, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, mais techniquement, il n'est pas encore assuré du rôle. Euh, et aux Jets, Zach Wilson devrait l'être aussi, puisqu'il n'y a personne d'autre, mais il a toujours pas Oui, signé voilà, son c'est ça. contrat. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de Euh, raison. Il y a pas de raison pour qu'il ne soit pas titulaire. La seule raison, c'est aller voir le depth chart derrière eux. c'est ça, Et c'est là, ça. vous comprendrez qu'ils sont titulaires assez vite. Ouais. Mais pour les autres, a priori, je crois que peut-être pas chez les Pats, mais en tout cas à San Francisco, premier jour de training camp, ils ont dit non, le titulaire c'est Garoppolo et Lance va gagner sa place. À Chicago, comme ils ont recruté Andy Dalton pendant l'intersaison, qui est en premier rôle de QB1, ils ont dit bah ça va être lui le QB1 et pas Justin Fields. Mais on Alors pense ça, que Justin ils l'ont Fields. dit avant, Andy Dalton. Dalton, ils l'ont fait quand ils ont recruté et qu'ils avaient Foles encore. Ouais, mais après ils Et ont après, refait une ils côte. ont refait avec Fields. Ouais. Ils l'ont Ils fait ont deux refait fois, avec quand Fields, même. mais avec une côte un peu qui laissait vraiment la porte ouverte, qui disait Ouais, en gros, voilà, c'est toujours pareil. Le gros titre disait Justin Fields n'est pas le starter, Dalton sera le starter week 1 mais en gros, il disait bah c'est le rôle de Dalton et à Fields de le gagner, mais ils ont pas dit Fields ne va rester, tu vois, X nombre de mois derrière. Donc à mon avis, Fields, il Mhm. va prendre le rôle très très rapidement, je pense, parce que Dalton, il a vraiment pas beaucoup d'upside et il suffira d'une ou deux passes mal ajustées pour Allen Robinson pour que pour que on change. C'est mon avis. Je pense sincèrement que Fields
À la limite, c'est presque une bonne valeur à la draft actuellement parce que justement, grâce à ses côtes, Andy Dalton, on se dit ouais, Fields, il va peut-être pas jouer première moitié de saison. À mon avis, très très vite, hein, dans les 3-4 premières semaines, il va commencer à jouer. Trey Lance, moins sûr, mais c'est sûr qu'il est dans les plans long terme. Mais il n'a pas beaucoup joué. Je crois qu'il n'a pas joué du tout l'année dernière en université. Il avait pris l'année off. Donc du coup, ouais, peut-être un peu plus de temps d'adaptation et tout ça. Et puis avec Garoppolo, ils ont quand même un starter qui connaît bien le système, même s'il a montré ses limites. Il n'y a pas de raison nécessairement de se dépêcher avec Lance. Et puis en plus, San Francisco, ils ont une équipe qui est capable de gagner pour le coup. Donc faut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus. Et il reste la situation des Pats, dont tu vas parler un petit peu, entre Mac Jones et Cam Newton. Celle-là, j'ai pas vu de décision définitive ni d'un côté ni de l'autre pour le moment, ou même d'indication. Alors, il n'y a pas de décision définitive, ça c'est sûr. Il y a juste une indication qui est sortie un peu cette semaine, notamment il y a Mac Reis qui en a parlé, un des insiders des Patriots, qui dit que globalement, en mauvaise traduction français, que Cam Newton ne ressemble absolument pas au Cam Newton qu'il a un jour été. Donc, ça veut dire globalement que ses problèmes à l'épaule ne sont pas résolus, qu'il court moins qu'avant, en tout cas moins bien qu'avant, et que son adaptation au book des Pats n'est toujours pas bonne. Et là, même avec les nouvelles cibles, parce que Eric Landry, il n'a pas été aidé par le supporting cast, ils sont toujours pas convaincus par Cam. Bon, ça, on le savait déjà vu qu'ils sont allés chercher Mac Jones à la draft, mais c'est de moins en moins évident que même Cam Newton démarre la saison. En tout cas, reste titulaire longtemps. En plus de ça, il y a une apparemment très bonne connexion entre Mac Jones et quelques receveurs qui seraient Jonnu Smith, le tight end, et Nelson Agholor en profondeur. Et donc, tu mets d'un côté un quarterback qui déçoit par rapport aux attentes et d'autre côté un rookie quarterback qui apparemment séduit énormément par son apprentissage du playbook et par ses relations avec les receveurs, et tu as un petit cocktail qui devrait faire que le rookie peut prendre la place à court maximum moyen terme dans la saison, à mon sens. Ouais. Ok, donc Mac Jones peut-être pareil, hein, va monter dans les drafts quand ça C'est ça, c'est que Mac Jones pour l'instant a un ADP qui est assez modeste. Ouais. Alors que cette année, il y a alors c'est toujours pareil en fantasy, n'allez pas sur les Patriots en permanence parce que on ne sait pas qui sera le tight end numéro 1, le running back numéro 1, le receveur numéro 1. Mais il y a du monde et en tout cas, le quarterback aura des cibles et des soupapes de sécurité à lancer. Donc c'est peut-être. Et je pense que ça, c'est peut-être une situation. Peut-être une situation dont on commencera à y voir un peu plus clair au cours de la training camp et de la pré-saison, peut-être, même si j'imagine que les Pats vont tout faire pour garder le doute. Mais parce que, encore une fois, c'est deux quarterbacks au style très différent. Et du coup, qui nécessitent un schéma offensif potentiellement un peu différent. Et ça, je suis pas sûr que les Pats ont le loisir de continuer à travailler deux schémas offensifs complètement opposés. Enfin, opposés, je sais pas, c'est peut-être un mot un peu fort, mais deux schémas offensifs assez différents s'ils savent déjà que finalement Mac Jones va être leur futur à partir de la 5e ou la 6e semaine. Donc peut-être qu'on commencera à avoir de plus en plus de plays qui ressemblent un peu plus à des schémas de passe. Et par exemple, pour un mec comme Damian Harris dans le backfield, ça, Mac Jones, quarterback, ça peut être peut-être le meilleur impact pour Damian Harris qui du coup aura les carries dans la red zone parce que c'est pas Mac Jones qui va faire des runs de 5 yards dans la red zone, contrairement à Cam Newton. Non, alors après, dans la red zone, effectivement, donc ce sera soit Harris, si c'est lui le titulaire et s'il y a Mac Jones, soit éventuellement le rookie qui a été drafté au 4e ou 5e tour, Stevenson, qui est un espèce de LeGarrette Blount 2.0. Et donc ça, Belichick, il adore ça, et avec mettre un grand coup sur des goal line situations, il adore ça. Mais par contre, c'est vrai que Damien Harris a vraiment séduit l'an dernier. Et pour rebondir sur ton idée de schéma différent, il y avait des rapports qui avaient émergé à la fin de la free agency en disant que
à la fin de la draft d'ailleurs, en disant que le recrutement de 2 tight ends, en plus des 2 tight ends qui avaient été draftés l'année d'avant, ça pouvait faire des formations, du coup, des 2 tight end sets qui Ouais, sont potentiellement intéressants soit pour bloquer, parce que c'est 2 tight ends qui savent bloquer, ouais. soit pour bloquer pour des courses, ou en tout cas pour protéger un quarterback qui serait moyennement sûr à la passe, style Cam Newton, ou alors pour faire des soupapes de sécurité traditionnelles que peuvent être les tight ends pour un rookie comme Matt Jones. Donc il y a peut-être un espèce de schéma un peu hybride qui se dessinerait avec les formations à 2 tight ends, qui nous arrange pas du tout parce que 2 tight ends dans une même fantasy, enfin dans une même équipe, c'est très Ouais, dur à ouais, ça supporter aide pas. niveau Ouais. nombre fantasy, quoi. Ouais, et ben, on va voir ça au fur et à mesure. Ça sera quelque chose à suivre de très près. Ces 3 rookies face à aux incumbents, comme on dit. C'est ça. Derrière, je te propose de regarder quelques backfields qui sont un peu ambigus, à commencer par celui de Buffalo, dans lequel il y a Devin Singletary et Zach Moss, et dans lequel ils ont même ajouté Matt Breida, qui a un profil un peu différent avec beaucoup de vitesse. Donc Singletary contre Zach Moss. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Bah moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Zach Moss l'an dernier, et Singletary arrivait un peu en perte de vitesse, j'avais l'impression, en fin de saison, même s'il est un peu plus capable, à mon sens, de capter des ballons. Donc ça aurait pu faire un backfield one-two punch un peu sympa. Ouais, Mais c'est vrai que venir mettre Matt Breida dans ce mix-là, j'ai pas trop compris. Alors soit c'est pour mettre la pression sur Singletary seulement, parce que je trouve qu'il a plus le profil Singletary ouais. que Zach Moss. Mais enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup en termes de situation. Je me focuserai plutôt sur Zach Moss parce que je pense que c'est lui qui aura la goal line, même Ouais. si euh, le quarterback Josh Allen. adore faire les goal line. Voilà, Josh Allen. Merci. J'avais Josh Hill en tête. Mais si Josh Allen adore faire les goal line situations, et soit faire des quarterback sneaks, soit y aller carrément à la course. Je pense que ce sera lui qui sera le plus intéressant en termes de scoring, Zach Moss. Les deux autres, pour l'instant, c'est entre un vétéran et un jeune qui est un peu en difficulté. Pour l'instant, c'est du 50-50, je pense. Et Ouais. on verra un peu plus clair à la fin du camp. Actuellement, Moss est drafté au début du 8e round dans les ligues à 12 teams. Un round plutôt que Singletary qui est dans le 9e. Moi, je pense que, comme toi, Moss a une bonne chance d'avoir au moins 2 tiers des snaps. Et Mhm. s'il prouve qu'il arrive à être un bon joueur à la passe aussi, du coup, je pense que 8e round, pour le moment, c'est une bonne value pour Zach Moss. Je pense qu'il va monter légèrement s'il montre quelques highlights pendant la pré-saison. C'est ce que j'allais te dire, je trouve ça 8e round, je trouve ça pas très cher pour Zach Moss. Et par contre, Ouais. 9e, je trouve ça cher pour Singletary. Qui est Arizona, ils ont laissé partir Kenyan Drake et ils ont recruté James Conner qui était Pittsburgh. Du Mhm. coup, Chase Edmonds devrait être logiquement le titulaire, mais il y a quand même un mec qui a eu la balle, enfin qui était le leader du backfield de Pittsburgh pendant 3 saisons d'affilée, dont une où il était excellent, qui arrive du coup dans le mix. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on pense que du coup, James Conner est pas vraiment un facteur et au contraire, ça, c'est juste quelqu'un qui peut mettre une laisse un peu autour de la ADP de Chase Edmonds qui devient une super value? Ou est-ce que au contraire, est-ce que tu penses que James Conner peut avoir un rôle et significativement manger un peu le volume de Chase? En volume, je suis pas sûr, mais je pense que ça peut rentrer ça peut entamer le scoring de Chase Edmonds, parce que je pense qu'en étant plus lourd, et c'est ce qu'il savait le faire quand il était à Pittsburgh, il peut faire les goal line carry. Et déjà que Kyler Murray adore faire ça aussi, et qu'il court lui-même, et qu'en plus Ouais, l'attaque est est majoritairement dédiée à la passe, je suis pas sûr que le rôle de Chase Edmonds soit énormément modifié par rapport à l'an dernier. On n'attendait pas Kenyan Drake à ce niveau-là l'an dernier, ouais, à mon sens en début de saison. Et si on se retrouve avec un James Conner dans le même rôle que Drake avait l'an dernier,
bah, c'est pas très intéressant. Mais Chase Edmonds ne devient pas une star en running back pour autant. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est une belle assurance au cas où il arrive quelque chose à l'un des deux, parce que Mhm. c'est deux running backs qui sont capables. Ouais, les deux En sont revanche, capables d'avoir un workload complet. Ça c'est voilà, la bonne chose. Ils exactement. ont tous les deux prouvé qu'ils ont le skill set pour faire tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une situation qui est assez floue. Ils ont l'air d'aimer beaucoup Chase Edmonds. Donc je pense, moi, enfin, je privilégie la draft d'Edmonds, mais un Connor en fin de draft en assurance, ça paye pas ça paye pas de mine. Ouais, ça peut être une bonne value. Ouais. C'est une bonne assurance. Euh, Donc Denver, on en a parlé. Puisqu'on parlait, tiens, de Kenyan Drake, on peut parler rapidement de. Alors, je suis pas sûr que ce soit une vraie battle, mais ça va être intéressant de voir comment évolue ce backfield à Las Vegas, où du coup Kenyan Drake a été recruté, ce qui en soi devrait pas être une énorme nouvelle, mais il a été recruté et ils lui ont donné un énorme contrat. Je me rappelle plus le montant, mais c'est un gros contrat. Et du coup, est-ce que ça va entamer la hype Josh Jacobs qui commençait vraiment à on se disait ça y est, troisième année il va exploser. Et ben non, on lui fout Kenyan Drake dans les pattes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'espère pas, parce que c'est vrai que il était quand même assez monstrueux, notre ami Josh Jacobs. Bah c'est ça, hein. Il faisait beaucoup de bonnes choses. En plus, c'était un three down back, donc on adore. Mais c'est vrai que mettre Drake là-dedans, alors c'est une attaque de John Gruden, hein, donc ça court, ça court, ça court. Et puis on sait que Carr a un peu des soucis à la distribution parfois. C'est peut-être simplement une assurance un peu surpayé au cas où il arrive quelque chose à Jacobs, qui a eu un souci l'an dernier en fin de saison, mais qui était pas gravissime. Mais à mon sens, il n'y a pas photo entre les deux et il ne devrait pas y avoir photo même sur le workload entre les deux. Jacobs est le numéro 1 Ouais. et j'espère qu'il restera le numéro 1 parce qu'il sait tout faire en plus. Il fait tout mieux que Drake. C'est pas comme si Drake pouvait capter les ballons mieux que lui, ni rien. Non, il est meilleur que lui. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vu, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le contrat qu'ils lui ont donné. Ouais. Et j'ai vu encore il y a quelques semaines, Drake, dans une interview, disait qu'il s'attendait à avoir un gros rôle à côté du lead Josh Jacobs. Je suis clairement excité. Alors, je fais une traduction en littéral, hein, vous excuserez. Je suis clairement excité de voir comment nos rôles vont continuer à se développer, avec bien sûr Josh étant le mec principal. Euh, Parce que j'ai beaucoup de respect et d'amour pour lui et son jeu, etc. Et le coach, et voir ce que le coach a planifié pour nous dans nos capacités spécifiques. Il a dit ça à la radio sur NFL.com. Donc, il dit, je pense que je peux avoir un gros rôle dans cette offense. Euh, ouais, voilà. Donc, je peux avoir un gros rôle dans cette offense. Et donc l'année dernière, l'offense des Raiders était pas mal d'ailleurs. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient tous les deux un bon rôle en fantasy. Mais du coup, ça Bah cape un oui, peu oui. l'upside, je trouve. Moi, c'est ça qui Ben, m'inquiète. c'est ça, Là, c'est est-ce qu'on se retrouve avec une situation à la Green Bay de l'an dernier avec Jones et Williams qui est bon, Jones ouais, évidemment un truc un peu frustrant, quoi, du coup. RB1 RB1 et puis l'autre qui est RB3 ou flex, ce qui peut clairement servir dans un roster, mais il faudrait pas que ça devienne, enfin à mon sens pour la valeur de Jacobs qui part quand même assez haut, il faudrait pas que ça devienne une répartition à 50-50 parce que déjà je pense Ouais, que pour les Raiders sportivement ce serait pas fou. Et pour la fantasy, effectivement, ça voudrait dire qu'on surpaye énormément pour l'instant Josh Jacobs. ouais. Ok, passons à Jacksonville, dans lequel il y a un rookie l'année dernière qui était non drafté, dont personne connaissait le nom avant la première semaine, en la personne de James Robinson, qui a probablement fait gagner beaucoup de ligues à beaucoup de gens, n'est-ce pas, monsieur Nico? Qui a Ah, gagné. presque, 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 presque. Ah, Mais c'était, ouais. tu l'avais pas dans ta Non, dynastie? ah, non, non, pas en Dynasty, je l'avais en Ligue Ah, FB, et pardon, du coup, effectivement, j'ai confondu. effectivement, en Ligue FB, pique 14 ou 15, enfin, tout Ouais, tout en à la fin de fin. draft, Sur un coup de tête, il y a un item de news qui tombe, machin a c'est le Covid, exactement ça. l'autre se C'est blesse et le exactement mec ça. va week 1, ça va être James Robinson. On se dit, allez, week 1, on prend un starter. Et en Voilà, fait, le on mec a été verra. excellent. Et il a passé les milliards, il a eu, Ouais, je crois qu'il met 12 touchdowns, enfin, quelque chose pour quelqu'un qui était mis sous les radars jusqu'à 3 jours avant le début de saison, c'était extraordinaire.
Il a fini Effectivement, 7e Etienne, en points Etienne est étonnant. fantasy. Et du Ouais, coup, 5e en rushing, 7e en points fantasy. Et pour le récompenser, les Jaguars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné Travis Etienne dans le premier round de la draft cette année. Un autre c'est ça. running back Bah, c'est un qui autre devrait running back, mais commander c'est un le meilleur ami gros de. C'est le meilleur de. ami de Trevor Lawrence à Clemson. Oui, c'est Ouais, ça. Et donc, ouais, ouais, Clemson. ils ont essayé de reconstituer la paire qui a vraiment bien marché en college. Exactement. Apparemment, donc Étienne, je suis pas du tout un expert de la NCAA, mais Étienne est beaucoup plus versatile que Robinson, qui est Oui, uniquement a il peut tout priori faire. juste un running back et pas du tout un catching back, alors que Ouais, Etienne peut jouer. Même il y a eu des rapports au début du début des rookie camps qu'il pouvait commencer à jouer en receveur, tellement il ouais. a des Bah, facilités des facilités à la réception et sur les tracés. Donc ça pour le coup ça m'inquiète pas comme situation entre les deux, parce que des offenses qui ont deux running backs qui performent et qui ont du volume, qui sont relevant en fantasy, il y en a tous les ans, et surtout quand ils sont aussi complémentaires que ça dans une attaque ouais, qui va reposer pas mal sur la course, parce que Trevor Lawrence n'est que rookie quand même si on dit que c'est un phénomène, il est que rookie, donc il va y avoir un jeu de ouais. course. Et en plus, on lui met à côté Surtout avec le coach. voilà, Le, surtout avec le coach. un, un coach de collège qui recrute Tim Thibault pour faire du pour faire Non, pour pour jouer dire toute tight sa end, merde. ça. Ouais. Oui, les C'est pour jouer Titan, tight end, Tim Titan comme Tebow. Taysom Hill aussi, il est Titan, non, à la base. Voilà. Moi, je suis plus. Alors, je te rejoins, mais je suis plus intéressé, s'il fallait faire un choix entre les deux, beaucoup plus intéressé par Travis Etienne quand même, qui est Bien capable sûr, de tout moi faire, aussi. de jouer les trois downs et qui, comme tu l'as dit, a déjà un rapport avec Trevor Lawrence. Au collège, il avait attrapé 102 passes pour 1155 yards, 8 touchdowns. Et il avait fait 4952 yards. Alors, du coup, je sais pas combien d'années, 3 ou 4 ans, il a joué au collège, mais 4952 yards et 70 touchdowns au sol. Et donc, comme tu l'as dit, il a joué avec les receveurs pendant le rookie camp pour s'entraîner à la passe. Donc, je pense qu'il aura déjà un rôle en format PPR sur les third downs et qu'en plus de ça, il a l'upside de pouvoir prendre le rôle de first and second down si jamais James Robinson ne confirme pas sa très bonne campagne. Il y a toujours un truc avec les running backs qui n'ont pas été draftés. Je trouve qu'ils ont encore moins de respect que ceux qui ont un draft capital assez élevé. Donc du coup, ouais, je Oui. serais plus James Robinson. Je me dis, ouais, si les gens le prennent, ils s'attendent à ce qu'il fasse presque aussi bien que l'année dernière, etc. Et il peut que aller dans une direction, parce que je vois pas comment il peut refaire la même saison. Alors que Travis Etienne, lui, pour le coup, il est capable de, d'ici la fin de la saison, être potentiellement un three down back. Surtout si la saison de Jacksonville commence tu vois, il commence à perdre beaucoup de matchs et tout. Il n'y a pas de raison qu'il donne pas le ballon à Etienne et Trevor Lawrence pour que les mecs s'entraînent, quoi. Ouais, et puis l'an dernier, il y avait pas un quarterback de grand talent à Jacksonville, des cibles qui étaient un peu moins fortes. Là, ils ont recruté aussi Marvin Jones. Donc il y avait beaucoup de drives qui Ouais, dépendaient uniquement de la course et du volume de course de James c'est Robinson, ça, c'est ça. qui sort de nulle part, effectivement. Mais du coup, cette année, avec un quarterback un peu plus à l'aise dans les airs, il y aura peut-être un peu moins déjà de touchdowns au sol. Euh, donc ça va faire baisser le nombre de points mathématiques de Robinson. Et du coup, ça ne peut faire que monter la valeur d'Etienne. Et effectivement, Etienne, je suis d'accord avec toi. Entre les deux, c'est clairement celui à privilégier. Et alors en Dynasty, il n'y a même pas photo. Ouais, ouais, en Dynasty, c'est sûr. Etienne, les yeux fermés. De l'autre côté de la Floride, non, d'ailleurs, pas de l'autre côté, un peu plus au sud, Tampa Bay, on a Ronald Jones, Léo Fournette et potentiellement Gio Bernard et l'ami Keyshawn Vaughn, Keyshawn Vaughn. qui sont tous les quatre des running backs suffisamment talentueux et accomplis. On n'a pas encore vu Keyshawn Vaughn, mais on sait qu'il avait été drafté euh, avec pas mal de crédit l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Pour le moment, en ADP, Léo Fournette et Ronald Jones, ils sont tous les deux au 7e round. Donc, je pense que le camp va vraiment déterminer qui on draft en premier. Ouais, et ben là, pour le coup, tant qu'on n'a pas vu un peu le camp, on est vraiment un peu dans le flou. Mais l'an dernier, Fournette a certes fait des playoffs corrects, mais Ronald Jones, c'était clairement le numéro un, et en volume
et en plus en performant. réception, parce que Fournette c'est quand même pas trop un catching back. Donc Ouais. pour moi, je pense qu'ils vont retourner sur sur Ronald Jones en 1. Joe Bernard, il est là parce que c'est un vétéran, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse le camp et puis basta. C'est typiquement le genre de contrat non garanti qui peut partir avant le début de Ouais. saison. Keyshawn Vaughn, je comprends pas parce que effectivement ils l'ont drafté haut, troisième ou quatrième tour de mémoire, et, euh, et il a un rôle très très minime. Alors certes, ils sont dans le win now énorme avec Brady, mais bah, pourquoi ne pas le voir plus? C'est peut-être que parce que il arrive juste pas à performer au niveau qu'ils espéraient. Ouais, Euh, peut-être qu'il a besoin d'une blessure devant lui pour justement avoir quelques snaps et montrer ce qu'il sait faire. Ouais. Ouais, voilà. Mais effectivement, pour l'instant, en plus, les deux, entre Fournette et Ronald Jones, les deux savent tout faire, même si Jones C'est ça. capte un peu mieux. Donc et puis on voit il y a des plays qui sont designés pour les deux quasiment de manière indistincte. Donc, je préfère Ronald Jones. Je trouve ça étonnant que ce soit d'ailleurs qu'il soit drafté en même temps. Mais donc, pareil, comme pour la situation qu'on a décrite tout à l'heure, ça me paraît un peu trop bas pour Ronald Jones et un peu trop haut pour Fournette. Ouais, moi c'est alors de tous les autres, j'avais toujours un peu un favori. Si on me disait vas-y, choisis un des gars, tu prends qui? Là, peut-être pistolet sur la tempe, je serais obligé de prendre Ronald Jones. Mais franchement, j'essaye d'éviter ce backfield autant que je peux parce que c'est une équipe qui sort du Super Bowl. Ils font revenir tous leurs titulaires. Ils vont essayer évidemment de faire un autre run. Donc ils vont gagner des matchs. Tant qu'ils gagnent des matchs, je vois pas pourquoi il y aurait une embrouille particulière entre le volume de jeu de l'un et de l'autre, etc. Et personne va être énervé. Euh, et du coup, comme tu dis, je pense que la chose intelligente à faire pour le coaching staff, c'est de leur partager autant que possible le job. Et peut-être, comme tu dis, en plus, ils ont un profil quasiment similaire. Euh, donc vraiment de dire ok, bah, en plus cette année il y a un match en plus, on n'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'il y a un match en plus. Donc Mhm. dans tous ces backfields avec plusieurs joueurs, bah, finalement c'est pas vraiment du luxe hein, d'avoir un joueur supplémentaire dans le backfield quand on sait la, la, la difficulté pour ces mecs-là de rester en bonne santé toute la saison. Plus Et je le pense que ça Covid. va être ouais plus le Covid et je Plus le pense que ça Covid, va et alors vraiment qu'ils ont être annoncé qu'il n'y aurait pas de report de match. ouais S'il y a Covid, le joueur ne jouera tout simplement c'est pas, ça alors que ouais. le match aura lieu. Donc, des fois, il y aura besoin de quarterback, de running back 2, 3, 4 pour faire le boulot sur la saison, effectivement. Exactement. Et je pense que là, en l'occurrence, si les deux sont prêts à jouer, ça va être une de ces situations où c'est quasiment impossible de savoir qui est là. Rojo, il est excellent. On l'a vu faire vraiment des super perfs. Léo Fournette, il a fait un super run dans les playoffs. Mhm. 448 yards en 4 matchs, 4 touchdowns. Donc, euh, ouais, je pense que les deux vont être bons et que du coup, en fantasy, ils vont tous les deux être médiocres. Parce que Ouais, c'est ils ça. vont partager. Ils vont Là, partager. je suis entièrement ta recommandation de pas y toucher. Moi, l'an dernier, j'avais drafté Fournette et Jones, alors que Fournette était encore à Jacksonville. Et donc, avoir les deux dans le backfield à un moment donné, il a fallu chercher des trades parce que, bah, en fait, au bout de 3 semaines, j'avais compris que c'était pile ou face à chaque fois. Exact. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on veut Et en avant le revanche, si un dixième de ces tour. deux-là, Avant le huitième, neuvième tour, c'est pas possible. ouais, ouais, et donc là, du coup, leur ADP au septième round, ça nous convient pas. Mais en Non. revanche, si un de ces deux mecs-là se blesse, à moins qu'il fasse la même chose avec Keyshawn Vaughn, justement, si un de ces deux mecs-là se blesse, potentiellement, il y a un énorme rôle pour celui qui est Ouais. encore en vie. Et puis peut-être qu'un jour Euh, aussi, Brady va commencer à fatiguer et qu'ils se reposeront un peu plus sur la course aussi. Alors oui, il veut jouer ouais. jusqu'à 40, jusqu'à Euh, 58 ans, Brady, mais Brady je veux plus parier contre lui maintenant, c'est terminé. ah Ça non, fait ben 8 ans que je parie contre lui, j'en ai marre. moi non plus évidemment, mais bon, ça finira bien par aider. Euh, Et sinon, on a une dernière battle, pas forcément très importante, mais pour les Titans, quand on connaît le peu de profondeur à ce poste, à ce poste de Titans, on a deux joueurs qui sont pas mauvais. L'année dernière, il y avait donc chez les Cowboys, l'année dernière, on avait
Du coup, j'ai oublié leur Dalton nom. Schultz. Ouais, Dalton Schultz qui avait et joué à Blake la Jarwin. place de hein Blake Jarwin. de Blake Jarwin, merci. Blake Jarwin et Blake Jarwin qui avait été annoncé comme le successeur au poste de tight end pour les Cowboys, mais qui s'est blessé direct. Et du coup, Dalton Schultz qui a fait une bonne saison. Et maintenant, Blake Jarwin est en forme. La question va être est-ce que Blake Jarwin retrouve le rôle qu'on lui avait promis l'année dernière, ou est-ce que du coup Dalton Schultz conserve le sien, ou est-ce qu'il partage? Et est-ce que du coup, dans cette situation de tight end, il y a un mec intéressant en fantasy? Moi, j'aime bien l'upside de Jarwin, mais j'ai l'impression d'être minoritaire après les dernières Ouais, semaines, les parce qu'après. discussions sur Twitter les dernières semaines. Non, parce que Schultz a été très bon avec Prescott quand il était là l'an dernier. Ouais. Donc, je sais pas dans quelle mesure ils vont repartir sur le même rythme. En plus, bah, du coup, par rapport à la saison où Jarwin était bon, bah, il y a CeeDee Lamb qui est arrivé en receveur, qui est vraiment très fort. Donc, Ouais. il y a trois gros receveurs. Il y a toujours Zeke Elliott dans le backfield. Et il y a maintenant deux tight ends. Donc, Et il y a alors beaucoup de bouches à nourrir. celui qui va en pâtir, je pense que c'est Michael Gallup en receveur, Potentiel, ouais. mais Ouais. parce qu'il va falloir nourrir CeeDee Lamb parce que lui, on voit bien que c'est un phénomène. Et après, par contre, entre les deux tight ends, entre Jarwin et Schultz, moi j'ai tendance à plus privilégier ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la relation Prescott-Schultz qui a vraiment marché l'an dernier quand Prescott faisait des matchs à 400 yards toutes les semaines. Ouais. Et Schultz était dedans, et Schultz était une grosse cible de red zone en plus. Donc moi je vais aller sur Schultz qui est le pari safe de l'an dernier. Ouais. Mais effectivement, Jarwin était fort l'année d'avant. Donc c'est pareil, c'est une situation. Si je peux aller chercher un tight end avant, ou en tout cas un autre sur une autre team, je me priverai pas. Ok. Et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des principales battles de cet milieu de saison. Il y a de cette intersaison, je veux dire, de training camp. Il y en aura d'autres qui vont forcément être intéressantes aussi. Les Jets, ils ont beaucoup de joueurs, à la fois en running back, à la fois en receveur, de savoir un peu quel est l'ordre. On sait qu'on a vu Keelan Cole qui s'entraînait avec l'équipe 1, Michael Carter, j'ai vu aujourd'hui s'entraîner avec les titulaires. Euh, donc ça va être intéressant de voir qui sont les mecs qui sortent un peu ici et là. Euh, mais avant de se quitter, je voulais qu'on regarde un peu ensemble rapidement la draft de notre dynastie internationale qui s'est clôturée en début de semaine. Enfin, ça a duré quasiment un mois pour drafter 30 joueurs, donc assez épique. Et, et du coup, ça s'est fini. Et je voulais regarder un petit peu l'effectif ensemble et commenter quelques-uns des choix les plus controversés potentiellement. Euh, Alors, attends, je regarde où était le draft board. Ouais, voilà. Donc ça, on en a parlé, donc on va pas revenir dessus, mais au départ, on a drafté Saquon Barkley, il y avait un run de QB, on s'est dit, vas-y, on prend running back. On a hésité entre Camara et Barkley, et moi, j'ai choisi Barkley, donc si ça marche pas, ça sera de ma faute, pas celle d'Aptin. Ensuite, on a été vers les receveurs, donc on a eu Tyreek Hill, CeeDee Lamb, Michael Thomas. Jusque-là, bon, Michael Thomas, c'était 4e round, pick numéro 42. Évidemment, il y avait le risque que sa cheville n'était pas à 100%, et ce risque, pendant la draft, c'est concrétisé, mais je trouve que même pick 42, c'est quand même, ça reste une bonne valeur quand on connaît l'upside de Michael Thomas. Running back ensuite, J.K. Dobbins, qui est un peu décrié parce que en fantasy, d'abord il est dans une offense avec Gus Edwards et avec Lamar Jackson, donc il a pas un énorme volume et il a quasiment aucun jeu de passe. Et du coup, il était très dépendant de ses touchdowns et il marquait un touchdown pratiquement à chaque match en fin de saison dernière. Donc du coup, j'ai vu pas mal de critiques sur J.K. Dobbins, mais aussi beaucoup de gens qui disaient il va être exceptionnel. Donc toi, je sais pas de quel camp tu te situes sur J.K. Dobbins. Ah, moi, je suis dans le camp Future Star. Ok. Parce Moi aussi, ouais, j'ai fait un parce trade-up que je pour trouve l'avoir qu'il justement. a. Ouais, mais je suis d'accord. Enfin, j'ai vu les résultats de la draft et franchement, Dobbins, il y a tous les ans. Alors, tous les ans, c'est la même chose, effectivement, et pour l'instant, c'est pas arrivé, mais il y a les rapports de Lamar Jackson va commencer à passer beaucoup le ballon. Ouais. Effectivement, pour l'instant, on ne voit pas trop, mais si ça se fait vraiment, et ils ont drafté
un receveur Bateman qui a l'air d'être quelque chose d'assez sympa en complément de ce qu'ils avaient déjà à la passe. Le plus ils vont avoir des cibles et le plus Lamar va pouvoir envoyer des ballons, meilleurs seront les running backs et en tout cas leur production sera intéressante. Honnêtement, sur Dobbins, pour avoir vu 2-3 matchs l'an dernier des Ravens, à la passe, je trouve pas que ce soit scandaleux. Alors, c'est pas une star, c'est pas. Ouais, c'est juste C'est qu'il est pas très peu utilisé. Il avait très peu de volume il de est très réception. peu utilisé en passe, mais Ouais, ouais, ouais. parce que Jackson n'en faisait pas. Là, ils ont un peu perdu sur la ligne, quand même, la ligne offensive. Donc, peut-être qu'il y aura un peu plus de passes en soupape de sécurité à devoir faire. Et il peut clairement les réceptionner et en faire quelque chose. Donc, non, moi, je suis de Dobbins, clairement on board avec Eh ce ben, pick-là. espérons. Derrière, on était la dernière équipe à prendre un quarterback. Je crois qu'il y en avait déjà 19 ou 20 qui avaient été sélectionnés. On a pris Deshaun Watson pour l'upside. Derrière, on a essayé de sécuriser en prenant Carson Wentz, euh, sachant qu'il y avait vraiment plus grand monde à ce moment-là de la draft. Euh, et au 9e round, Sam Darnold. Donc on a ces trois quarterbacks, ce qui risque d'être un peu quand même un talon d'Achille dans cette équipe, surtout dans un format super flex. Mais on espère que Wentz et ou Darnold puissent rebondir après une saison dernière un peu compliquée. Bah, c'est ça, enfin, ça me paraît bien si Watson effectivement revient. Dans ce cas-là, tu as un superflex qui peut être intéressant. Parce que Wentz, dans le schéma avec Frank Reich à Indianapolis, ça peut être intéressant. Il a une grosse ligne offensive qu'il n'avait pas du tout à Philly. Et il a des cibles qui sont jeunes et qui se développent et qui sont sécures. Plus des running backs qui font le boulot. Donc, ils ont une équipe complète à Indianapolis et je pense que Wentz Ouais. peut vraiment être pas mal là-bas. Et après, il y a l'incertitude de Sam Darnold. Carolina a une belle équipe sur le papier. Sur le papier seulement. Parce que il y a des incertitudes, il y a des blessures. Comment va revenir McCaffrey Ouais. S'il y a McCaffrey a le pouvoir de rendre les quarterbacks autour de lui très intelligents quand même. C'est vrai. Mais sans lui, peut-être que ce sera pas la même chose. Ouais, bah on verra. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix à ce moment-là de la draft. Il y avait Mac Jones. On aurait peut-être dû avoir un peu plus de comment dire, de courage et prendre Mac Jones direct. Daniel Jones, qui, bon, on sait l'année dernière à quel point il avait galéré. Il y avait Jared Goff, Ryan Fitzpatrick, qui reste une saison. Donc, on se disait que Oui, finalement, pour avoir vraiment en dynastie, non. gardé les, les QB pour le dernier moment, c'était pas si mal. Oui, en On a pris dynastie, Trey c'est pas la Sermon. peine. Mais Mac Jones, Non, c'est évidemment. clair. Voyons. Et Mac Jones, Mais évidemment. Mac Jones, c'est un peu un regret. Je le ciblais. Je pensais pas qu'il partirait si tôt. Il est parti dans une équipe qui avait déjà drafté 2 QB dans les 2 premiers rounds. Et le mec a pris Mac Jones alors que justement je le voulais au 9e round. Trey Sermon, on a pris en running back, 3e running back. Je pense que lui, on n'a pas parlé de la bataille de running back aux 49ers, mais là-bas, c'est plus une question de blessure. Les mecs se blessent tout le temps. C'est ça. Et Raheem Mostert, je pense que sa longévité, il y a Jeff Wilson qui est déjà blessé, Wayne Goldman qui venait des Giants, capable de jouer, mais je pense pas que c'est lui. Donc très serment, je pense que très rapidement il va avoir le rôle de titulaire. S'il récupère pas la poisse des running backs de San En Francisco, espérant, tout ira bien parce que effectivement, Mostert, on sait qu'il a une durabilité de 3 semaines d'affilée maximum. Jeff Wilson il est déjà out et Goldman a fait du bon boulot à New York l'an dernier quand même. ouais, Et donc il est capable. Ouais. Sermon, ce sera probablement parce ils l'ont drafté en milieu de draft, donc c'est quand même pas rien. Et après, c'est un rookie, donc vu qu'il y a déjà 2 mecs devant lui, le format dynastie s'impose pour Sermon parce en draft juste pour Ouais. l'année, c'est un peu loin, je pense. Non, c'est ça. Encore. C'est ça. Ensuite, on a pris 3 receveurs parce que c'est une ligue où on doit en starter au minimum 5. On a pris Henry Ruggs de Las Vegas, Michael Hardman de Kansas City et Kadarius Toney des Giants. Tony qui a, d'après ce que j'ai vu, pourrait être une machine potentiellement dans les formats PPR à un moment donné, mais qui, à mon avis, va être je suis pas sûr qu'il va être bon tout de suite lui. En tout cas, il a pas bien commencé sa carrière
avec une alerte Covid, des blessures pendant le camp d'entraînement. Ça va être intéressant. Bah, et de la concurrence. Parce que En plus, il y maintenant, a énormément de concurrence au poste. il y a Golladay, il y a Shepard, il y a là, en Slayton, tight end, toujours. il y a Slayton toujours. En tight end, il y a Evan Engram et vous êtes allé chercher, vous, les Giants, sont allés chercher Kyle Rudolph. Le Ouais. retour de Saquon. Enfin, il y a du monde à nourrir dans cette attaque. Et donc, un rookie, oui, très bien. Parce qu'effectivement, il a l'air très fort sur les tapes au moment de la draft. Apparemment, il y avait la moitié, les trois quarts des équipes NFL qui le voulaient. Tous ceux qui voulaient un Ouais, moi, receveur voulaient celui-là en premier. Donc bravo d'avoir, enfin après les deux stars de l'Alabama en tout cas, bravo au New York pour être allé chercher Tony, mais c'est pas sûr qu'il ait ouais, le je, rôle tout de je suite, pense pas qu'il sera un tout de facteur suite. cette saison. Je pense pas qu'il sera un gros facteur cette saison en fantasy. Michael Hardman en revanche à Kansas City, ça pour le coup, ça paraît beaucoup plus safe comme projet et comme pari. En complément de Ouais, Tyreek Hill, ça va être vraiment l'option numéro 2. L'option numéro 3 après de Kelsey et Hill, mais le receveur 2 a priori de l'équipe. ouais, a priori, parce que ça va être intéressant de voir si c'est le cas, ou si du coup ils trouvent que Hardman et Hill sont trop similaires et qu'ils préfèrent donner un rôle plus étendu à Byron Pringle. Pour moi, ça va être Oui, un truc intéressant à voir. Mais mais il y sinon, a ouais, Demarcus Robinson aussi, c'est ça, oui, qui est ouais, DeMarcus dans le Robinson mix, qui est dans le mix, ouais. qui est un peu moins, mais effectivement qui peut piquer des cibles à droite à gauche. Ouais. Donc ça va être intéressant à voir. Ensuite, on a pris un quatrième QB avec Jameis Winston en espérant qu'il soit le starter. On s'est dit que ça pouvait valoir le coup. Devante Parker, quand il n'est pas blessé, il joue pas trop mal, donc ça peut être une bonne option pendant que les autres receveurs continuent à se développer. Le meilleur backup, potentiellement, le meilleur running back, pas lui, mais le meilleur rôle de backup de running back, c'est celui des Panthers. Et là, ils ont un rookie, Chuba Hubbard, qu'on a pris à ce moment-là. Ah bah Et ça, de toute ensuite, par contre, façon, le running back des Panthers fait 20 points par match, peu importe c'est qui ça, c'est. Enfin, c'est ça. si c'est McCaffrey, il en fait 40, mais si c'est un backup, il en fait 20. Il en fait un. Euh, Les Titans, pareil avec les QB, on n'a pas pris de Titans, on a attendu super tard pour les Titans. Alors, du coup, on a des mecs qui font pas rêver, mais qui devraient, j'espère, faire le taf. Nous, on voulait éviter d'être dans ces Titans intermédiaires on espère toujours que les mecs fassent des perfs et en fait, ils font jamais vraiment rien de spécial. Donc, on voulait éviter de lâcher un draft pick au milieu dans les premiers 10 rounds pour un Dallas Goedert ou un mec comme ça qui potentiellement vont être très bons, mais je trouvais que c'était un peu risqué. On s'est retrouvé du coup avec Austin Hooper et un peu plus tard Zach Ertz qui lui pourrait être un bon coup si jamais il est tradé dans une équipe qui lui convient et Hayden Hurst qui du coup passe derrière Kyle Pitts à Atlanta mais qui pourrait très bien avoir un rôle quand même. Donc on espère survivre au poste de Titan avec ces mecs-là. Hurts qui Euh, sera probablement le tight end d'Atlanta parce que Kyle Pitts aura un rôle Parce que vraiment Kyle Pitts hybride. risque de jouer dans le slot et ouais c'est ça. Voilà, Donc aura un rôle vraiment c'est ce que hybride, donc j'espère. effectivement, C'est ce que c'est pas j'espère. mal. Les autres receveurs qu'on a pris plus tard dans la draft, donc KJ Hamler, on en a parlé tout à l'heure, le Hmm. WR3 de Denver. T.Y. Hilton, qui reste pour le moment le WR1 d'Indianapolis, qui peut nous aider au début, peut-être, s'il se blesse pas. Oui. Oui, bah Et oui, mais après, l'attaque d'Indiana, elle est pas mal, hein. L'attaque d'Indiana, elle est elle pas est pas mal mal, parce ouais. qu'il y Elle a est lui, vraiment il pas y a mal. lui, Michael Pittman, il y a Paris Michael Pittman Campbell, qui sont les deux options principales. Mais T.Y. Hilton, il est toujours, il l'a montré en dernier, hein, il est toujours là et ouais. avec un quarterback qui peut lui envoyer des ballons parce qu'il sera bien protégé, il sera pas il sera pas receveur WR1, mais au moins flex en permanence, il n'y a pas de souci. Ouais, surtout dans une ligue où tu dois starter au minimum 5 receveurs. Oui. Euh, Après quelques projets, Quintez Cephus à Détroit, je me dis il y a plus grand monde à Détroit, il y a des places à prendre. Et lui, il avait montré quelques bonnes choses l'année dernière. Euh, mais bon, j'y crois moyen. Et Josh Reynolds à Tennessee, qui lui, quand ils l'ont recruté des Rams, il aurait pu avoir un bon rôle de WR2. Malheureusement, ils ont recruté Julio Jones. Mais Julio Jones et AJ Brown, c'est pas des mecs indestructibles, comme on l'a vu, surtout Julio Jones maintenant. Donc je me dis peut-être avec Josh Reynolds, on aura quelques matchs exploitables.
Oui, parce que Josh Reynolds, l'an dernier, il arrivait quand même à performer et à avoir un plancher intéressant avec Cooper Kupp et Robert Robert Woods. Woods. Donc Ouais. c'était quelqu'un d'intéressant. Donc en WR3, il y aura pas de souci. Quinton Cephus, j'aime bien comme choix parce que il peut un peu tout faire. Il est un peu différent des autres receveurs qu'a Détroit pour l'instant. Parce que Goff est quand même un quarterback qui sait lancer des ballons, même si c'est pas un dingue absolu. Mais ils ont Williams et Perryman qui sont uniquement, La vitesse. qui sont des menaces profondes en vitesse, Ouais. alors que lui peut faire un peu plus de choses. Et Goff, les menaces profondes, ça va, mais il préfère quand même un peu faire du jeu un peu intermédiaire. Avec Robert Woods et avec Cooper Kupp, ça marchait parfaitement. Donc si Cephus arrive à s'intégrer dans ce rôle-là, ça peut être très intéressant, au moins sur des ligues PPR, en termes de volume, ça peut être pas mal. Ouais, et pour finir, en running back, on a pris plusieurs running backs donc en fin de draft pour essayer de compléter. Ce que je voulais, c'était avoir des jeunes avec plein d'upside, et finalement, je me suis retrouvé que avec des vieux qui ont prouvé qu'ils savaient jouer par le passé, mais qui sont soit blessés, soit revenants. Donc on a Marlon Mack, Gio Bernard, Jermar Jefferson, qui est lui pour le coup un rookie à Détroit, Kerryon Johnson et Matt Breida. Alors, pour ma défense, et Bon Tevin Coleman, courage. pardon, j'ai oublié Tevin Coleman. Pour ta défense, Alors, bon courage. Tevin Coleman, c'est le choix d'Aptine, donc je lui laisserai le défendre plus tard. Marlon Mack, pareil, bah, je me suis dit, écoute, Marlon Mack, on a vu que si jamais il était capable de revenir de sa blessure du talon d'Achille, c'est un mec qui sait jouer. Et en plus, il y avait, enfin, il n'y a rien qui empêche, si effectivement il prouve qu'il peut revenir, potentiellement un trade, il ne sera pas forcément toujours derrière Jonathan Taylor à Indianapolis. Il pourrait très bien être utilisé comme un trade dans une équipe qui a perdu un running back. Pourquoi pas les Rams, si jamais ils montrent des bonnes choses en pré-saison. Donc je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Gio Bernard, c'est plus, alors tu l'as dit tout à l'heure, il peut très bien se faire cut avant la fin de la pré-saison, c'est possible. Moi je me dis qu'il peut, je vois le verre plein, je me dis qu'il peut avoir le rôle d'un James White à Boston, enfin à New England, et être très intéressant en PPR avec Tom Brady. Et en tout cas sur les third downs, et peut-être potentiellement rendre ce backfield encore plus. On parlait tout à l'heure de Ronald Jones et de Léo Fournette, avec l'addition de Joe Bernard s'il reste, ça peut être encore plus problématique et galère en fantasy. Totalement illisible, ouais, effectivement. Jermar Jefferson, c'est juste pour avoir un jeune dans une équipe qui a pas grand monde et qui peut lui donner du temps de jeu. Kerryon Johnson, uniquement, alors là, j'y crois vraiment pas à Philly, mais je me suis dit encore une fois, un mec qui est capable, qui a prouvé par le passé qu'il était capable de faire un rôle de three down back, mais simplement qui a été ralenti par les blessures. On ne sait jamais, dans une nouvelle situation, moins de pression, plus personne n'attend rien de lui. Si jamais il y a un ou deux mecs qui se blessent devant lui, bah, je trouvais que c'était plus intéressant que certains autres joueurs à ce niveau-là de la draft. Et Matt Breida, parce que lui, pour le coup, je trouve qu'il a de l'upside, parce que justement, il propose un jeu un peu différent de Singletary et de Moss. Il a de la vitesse, ce que les deux autres n'ont pas vraiment. Et si jamais il fait un bon camp d'entraînement, je me suis dit, bah, qui sait, peut-être qu'il peut s'insérer un peu dans la conversation et devenir un mec un peu utile. Mais bon, honnêtement, ces trois choix-là, c'est les trois derniers choix de draft. C'est probablement des mecs qui vont pas rester très longtemps dans notre roster si c'est pas les mecs les plus risqués. Non, mais Bernard, Donc de toute voilà. façon, il aura une équipe. Bernard, de toute façon, il aura une équipe, que ce soit Tampa Bay ou pas. De toute façon, il aura, je pense, un rôle en NFL parce que l'année dernière, il a montré qu'il était encore bon quand on faisait appel à lui. Kieran Johnson, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais effectivement, en assurance de Miles Sanders, pourquoi pas. Et Brida, bah, t'as raison, parce que ils ont drafté Singletary il y a 3 ans, je pense. Ils ont drafté Moss l'an Ouais. dernier, ils ajoutent Breda cette année. Ça veut dire qu'ils y croient pas à Singletary. Non. Et enfin, à mon sens, ils y croient pas à Singletary. Et Pour donc moi, c'est vraiment là, sa dernière chance. il va arriver pas très loin de la fin de contrat. S'il y a une offre de trade ou s'il y a un choix à faire, ce sera peut-être lui qui en fera les frais et Matt Breda qui peut avoir un upside. Donc effectivement, c'est pas idiot. De toute façon, l'attaque des Bills, elle tourne suffisamment pour avoir 2 voire 3 running backs qui peuvent faire le boulot. Yes. Et ben voilà. Donc on espère que cette équipe nous permettra de tenir
tenir notre position face à tous ces experts internationaux. En tout cas, ça va être bien marrant et on a hâte de vous raconter un peu comment ça se passe au fur et à mesure de la saison. Et bah voilà, est-ce qu'on avait autre chose dont on voulait parler, quelque chose que tu as envie de voir dans les prochaines semaines? Bah, dans les prochaines semaines, il y a la rumeur, moi, qui m'intéresse sur les tight ends des Eagles, effectivement, entre Goddard et Ertz. Ouais. Il y en a qui Est-ce que disent Hertz va être que, tradé? que Ertz va être tradé. Le GM a dit il sera là week 1. Donc là, on sait que généralement, quand le GM dit ça, ça veut dire qu'il est tradé dans les 48 heures. Donc, voilà, on ne sait pas, mais c'est intéressant parce que c'est deux belles values en poste de tight end. Et le tight end, la position est tellement peu profonde en fantasy Ouais, que c'est peu vrai. importe où il va atterrir, ça pourra être une vraie option parce que là, en préparant un peu l'émission, j'ai regardé où étaient les postes avec les gros tight ends. Et ben, il y a plein d'équipes où c'est pas clair et une équipe qui récupère Hertz pour pas très cher parce que Fini en veut plus, ça peut être une vraie belle addition à une équipe qui pour passer un cap. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est ce que j'espérais aussi en le draftant dans la dynastie, justement, c'est qu'ils finissent quelque part comme, je sais pas moi, les Bills ou une équipe qui a envie d'un pass catcher supplémentaire. Et que du coup, si physiquement ça tient, ben, il a prouvé par le passé qu'il pouvait être excellent. Donc à suivre, affaire à suivre. C'est ça, mais il y a plein d'équipes, ouais, voilà, les Bills, ça peut être sympa. Les Bears, ils ont pas vraiment de tight end. Les Vikings l'an dernier, c'était moyen. Enfin, il y a plein d'équipes avec des quarterbacks qui peuvent un peu distribuer les balles, qui auraient besoin d'un tight end. Et puis parce que voilà, on se doute qu'à Philly, ça va être compliqué, surtout qu'il faut maintenant nourrir Devonta Smith en plus. Vite qu'ils éclairent un peu de ce côté-là parce que on C'est a clair. besoin de clairs titulaires en position de tight end pour remplir les rosters. Ok, et ben on va suivre tout ça de très près et on vous dit à très bientôt. Du coup, Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? Sur Twitter, @NicoLeba34. Et Nico qui s'est porté volontaire pour nous aider sur Instagram aussi. Donc j'espère que Oui, dans les tout à semaines fait. qui viennent, on aura un peu plus de posts Instagram. Le compte Twitter de l'émission, comme toujours, @FantasyBallersF. Retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram du coup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rien manquer. Et, et donc, dans les prochaines semaines, le planning, on va regarder un petit peu comment se passe la pré-saison. On va commencer à communiquer sur nos ligues Fantasy Ballers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Et ben voilà, on va suivre un peu toutes ces batailles de pré-saison pour finaliser nos rankings et préparer nos drafts qui auront lieu dans la deuxième partie du mois d'août. Allez, on vous dit à très bientôt et merci Nico d'avoir rejoint l'émission. Merci Marc, merci à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.